Jusqu'au XIIIe siècle, la Normandie était un duché qui appartenait au roi d'Angleterre. En 1204, le roi de France, Philippe Auguste, confisque le duché aux Anglais et le rattache au royaume de France. Bonjour, je m'appelle Garin, j'ai 25 ans. Je suis tailleur de pierre. Ma femme s'appelle Blanche. J'ai 3 garçons et une fille. Je vais participer au chantier de la cathédrale de Coutances, le château de Pirou, l'abbaye de la Lucerne et l'église Saint-Pierre. Venez, je vais vous les présenter. Bonjour, bienvenue à la cathédrale de Coutances. Nous sommes ravis de vous accueillir afin de visiter ce lieu du patrimoine médiéval normand. La cathédrale romane a été commencée sous l'évêque Godefroy de Montbray en 1048. Il en est le commanditaire. L'évêque la fit construire avec sa propre fortune et aussi avec les fidèles. Le chantier de la cathédrale avança vite, malgré l'effondrement d'une tour. L'église fut consacrée le 8 décembre 1057 en présence du duc de Normandie, Guillaume le Conquérant, futur roi d'Angleterre, ami de l'évêque. Laissons la cathédrale romane. Nous voilà arrivés au début du XIIIe siècle. Suivant la mode de l'époque, il fut décidé de construire la cathédrale gothique pour la ville de l'évêque. L'église romane n'était pas en mauvais état, et l'on décida de bâtir le nouveau monument en enveloppant cette église romane. C'est pourquoi, sous les tours et dans les murs de la nef de la cathédrale actuelle, se trouvent les restes de celle-ci. Puisque nous sommes dans la nef, parlons-en un peu. La nef est couverte de croisées d'ogives. C'est une particularité de style gothique. Les poids de la nef reposent sur les piliers et la force s'applique vers le sol. Au centre de la croisée d'ogives, il y a une clé de voûte qui est répartie et équilibre les poussées de pierre de la voûte. Ainsi, grâce à cela, les églises gothiques sont plus hautes et les voûtes moins lourdes ne s'écroulent plus. Dirigeons-nous vers le chœur. Le chœur est réservé aux membres du clergé pendant la messe. Vous pouvez y voir une chaise un peu différente des autres sur votre gauche. Il s'agit de celle de l'évêque, la cathédrale en latin. Cela a donc donné le nom du bâtiment à la cathédrale, église de l'évêque. Au-dessus de nos têtes, vous pouvez admirer la plus haute tour lanterne de France. Elle est octogonale, ce qui veut dire qu'elle a 8 côtés. Cela apporte donc plus de lumière. Les églises gothiques sont plus hautes et plus lumineuses. On parle alors de cathédrale de lumière. À gauche et à droite de nous se trouvent le transept, qui ont tous les deux un grand vitrail. Celui du sud à droite représente le jugement dernier, et celui de bas en haut. Il fonctionne un peu comme une bande dessinée. Il sert à raconter des passages de la Bible. Allons vers le puits. Il est situé dans le transept sud. Il est profond de 9 mètres et aurait une eau miraculeuse. Les fidèles pouvaient y venir au Moyen-Âge pour y chercher à boire pour eux comme pour leurs animaux. Sur votre droite, les reliques étaient vénérées par les pèlerins qui venaient en grand nombre. Il y a des portions de la vraie croix et de la couronne d'épines, des reliques diverses de Saint-Lô et d'autres saints locaux. Avançons-nous de quelques mètres. Il s'agit de la chapelle dite Saint-Joseph, qui montre que les églises peuvent être décorées en couleurs et peintes. Avançons-nous à nouveau vers le fond de la cathédrale, en empruntant le déambulatoire. Nous allons nous diriger vers le bas-côté afin de poursuivre la visite dehors. L'extérieur aujourd'hui est un peu différent de celui du Moyen-Âge. Les statues ont été abîmées lors des guerres de religion ou à la Révolution. Les décorations extérieures sont peu nombreuses selon la tradition du gothique normand. Il y a des statues comme celle de Tancrède de Hauteville et de ses fils financeurs de la première cathédrale. On peut aussi voir des gargouilles et un cadre solaire sur la face nord. Afin de construire des cathédrales plus hautes, les maîtres d'œuvre ont fait construire des arcs-boutants soutenus par des contreforts. Je continue mon chemin en direction du château du Pirou, à quelques kilomètres au nord-ouest de Coutances. Le château, on pense qu'il a été construit vers 1149, donc milieu XIIe siècle. Il y a plutôt des périodes où le château est un petit peu à l'abandon, et c'est à ces périodes-là qu'il a été énormément pillé. Donc en 66, l'abbé Le Légard achète le château de Pirou, qui n'a pas grand-chose à voir avec ce qu'on peut voir aujourd'hui, puisque le château, depuis à peu près une centaine d'années, c'était devenu une ferme. D'accord ? Donc la plus grande partie du château était utilisée par des fermiers, et heureusement d'ailleurs, parce que s'il n'avait pas été habité par des fermiers, eh bien il n'y aurait plus rien aujourd'hui.
Le coût de la construction d'un château fort, c'est pas du tout la même chose que le coût d'une construction d'une maison aujourd'hui, puisque la main-d'œuvre est très très bon marché, n'est-ce pas? On peut avoir beaucoup d'employés qui sont plus ou moins bien payés. Ça dépend des seigneurs, il y en a qui peuvent être bien traités. Mais ce qu'il faut savoir également, une autre notion très importante, qui est même peut-être plus importante qu'une notion de pécuniaire même, c'est que la notion du temps n'est pas la même. Donc ce château, par exemple, il peut être construit en 1 an, 2 ans ou 3 ans. Le seigneur de Pirou avait des droits de garenne et il avait des droits sur le lac de Pirou également. Ça veut dire que les gens pouvaient manger du poisson qu'ils allaient pêcher dans le lac de Pirou, d'accord, et qui pouvaient également chasser du lapin avec l'autorisation du seigneur. On n'est pas à Versailles, tu vois. Il n'y a pas 200 000 personnes à vivre ici. Il y avait 70 personnes à vivre ici. Tu comprends? 70, c'est une certaine époque. À une autre époque, on a pu en avoir 30 ou 40. À une autre époque, peut-être 100, 120, répartis tout autour et dedans. D'accord? Il ne faut pas s'imaginer la cour avec 50 chevaux qui arrivent, etc. etc. On est dans une forteresse de campagne, un petit peu éloignée des grandes villes, qui avait une très grande importance, attention. Mais à l'époque, c'est quelque chose de très honorable, quoi. Mais on n'est pas dans une grande ville. Je suis née au château de Pirou il y a 68 ans, en 1949. Donc mes parents étaient agriculteurs et donc exploitaient les terres de la ferme tout autour du château. C'est mon grand-père qui avait acquis le château en 1919 et c'est mon père qui l'a eu dans son héritage. Alors, on vivait dans cette partie-là, dans cette partie du château. Au rez-de-chaussée, les 2 premières fenêtres ici, c'était une grande cuisine, une énorme cuisine qui nous servait de pièce de vie. Hein. Donc on y cuisinait, on y mangeait, on y jouait, on y faisait nos devoirs. Et puis à côté, il y avait l'équivalent en taille de la cuisine, une grande salle à manger, dans laquelle on vivait principalement l'été. Parce que l'hiver, ça n'était pas chauffé, alors que la cuisine était chauffée. Donc, on passait assez vite l'hiver dans cette pièce-là parce qu'il ne faisait pas chaud. Et puis, dans cette partie-là, on avait ce qu'on appelait la laiterie. Donc, je me rappelle quand j'avais 5 ou 6 ans, mon père vendait le beurre et la crème au marché à Périer. Donc, après la traite, il amenait ses bidons de lait, il les crémait en tournant les crémeuses à la main, évidemment. Hein, et après, on barattait la crème pour faire du beurre. Le manque de confort, c'était pas toujours évident, hein, parce qu'il faut savoir qu'il n'y avait pas l'eau courante, il y avait l'électricité, bien sûr, et il n'y avait pas de chauffage autre que le chauffage à bois. Donc, dans chaque pièce, il y avait des grandes cheminées, dans les pièces du rez-de-chaussée. Et dans les chambres de l'étage, on avait des poêles à bois qu'il fallait ravitailler, évidemment, si on voulait avoir un petit peu chaud. À Bayeux, on parle d'une histoire qui s'est passée il y a 1000 ans, et la tapisserie a été faite il y a 1000 ans, Guillaume le Conquérant qui envahit l'Angleterre, et à Pirou, on va raconter une autre histoire qui s'est passée également au XIe siècle. On a d'autres Normands qui, eux, ne sont pas montés en Angleterre, mais qui sont allés en Italie du Sud et en Sicile. Pendant que je travaillais, le forgeron m'a raconté une drôle d'histoire sur ce château, la légende des oies. Un jour, le château fort de Pirou fut attaqué par les Vikings. Le château fort était très bien défendu. Ils décidèrent donc de faire un blocus, pensant que, avant de mourir, le seigneur de Pirou allait leur donner son château. Les Vikings ignoraient que dans le château, il y avait une grande réserve de nourriture. Le blocus dura des semaines, et un matin, les Vikings n'entendirent plus aucun bruit venant du château. Le jour d'après, ils commencèrent l'escalade des remparts, mais le château était désert. Ils ne trouvèrent qu'un vieillard qui leur expliqua que les habitants du château s'étaient transformés en oies à l'aide d'un grimoire pour échapper à leurs assaillants. Furieux, les Vikings brûlèrent le château. Lorsque le sire de Pirou revint au château pour se transformer en homme, il ne vit qu'un tas de ruines et ne retrouva pas le grimoire. Depuis ce jour, les oies reviennent chaque printemps rechercher le grimoire et, ne l'ayant pas trouvé, repartent sous cette forme.
Un autre chantier m'attend, un peu plus au sud. Je prends la route en direction de l'abbaye de la Lucerne. Alors, le but, c'est une initiation à la taille de pierre. Donc, de se rendre compte comment les ouvriers qui ont construit l'abbaye se sont échinés à tailler toutes les pierres qui se trouvent montées les unes sur les autres. Donc, qu'est-ce qu'on fait ici? Tout bêtement, on se met dans les conditions d'un ouvrier. On prend les outils qu'il avait, donc que ce soit son ciseau à pierre, son marteau, son stylet pour faire ses premiers dessins. Et on est parti. On taille notre pierre pour faire ressortir le motif qu'on a envie de faire ressortir. Alors, les outils utilisés dans notre atelier, nous, on va utiliser principalement 3 outils. Enfin 4 même, je suis bête, 4 outils. Le premier, ça reste la pierre quand même, matériau de base qu'on pourrait considérer comme un outil pour embellir une abbaye par exemple. Et ensuite, outil, on va avoir un stylet, une espèce de stylo en fer qui va nous permettre de faire notre dessin sur la pierre, tout bêtement. On va avoir un ciseau à bois qu'on va lui-même utiliser avec un marteau. On va tout bêtement taper sur notre ciseau pour faire notre dessin, enlever la pierre et faire ressortir notre motif. Effectivement des différences de pierre. À l'abbaye de la Lucerne, ils ont utilisé principalement pour la construire à l'origine un granit doré qui a une couleur jaune, qui est très sympa, qui vient du coin. Également une autre pierre qui est beaucoup plus rouge qu'on appelle un poudingue pourpré, qui vient du coin aussi. Ça c'est important, quand on construit une abbaye, on prend les matériaux qu'il y a sur le site, toujours. On va peut-être devoir changer des pierres si elles sont trop abîmées malheureusement. Mais sinon, on va essayer au maximum de réutiliser les pierres d'origine, de laisser l'abbaye dans son écrin d'origine. En regardant le bâtiment, si on connaît un petit peu les styles, on peut tout de suite savoir quand est-ce qu'il a été construit. Donc si on voit du roman avec une voûte en berceau, en plein cintre comme on dit, on va savoir qu'on est sur un bâtiment qui a été construit avant le XIIIe siècle. Le gothique, il est apparu dès la fin du XIIe, il s'est développé jusqu'au XVe siècle, XVIe siècle, et après le gothique, on arrive dans la Renaissance, donc encore un autre type d'architecture, d'autres fenêtres, on va revenir sur les fenêtres qu'on connaît plus aujourd'hui, des trucs carrés ou autres quoi. Donc ouais, effectivement, suivant l'époque, l'architecture va changer, et c'est super important. Alors j'ai l'honneur, jeunes gens, de vous présenter les 2 seigneurs fondateurs de l'abbaye de la Lucerne, Asculphe de Subligny, Guillaume de Saint-Jean. Et oui, n'oublions pas, qui est-ce qui habite là-dedans dans notre abbaye? Les moines, plus précisément, les chanoines, exactement. Et donc souvenez-vous ce qu'ils font de leur journée, nos chanoines. Ils prient et ils vont faire la messe dans les autres églises autour. Donc forcément, si les gars doivent prier, on va leur aménager un petit lieu de prière quand même. Quoi de mieux que de leur construire une église carrément. Voilà. Et oui, elle est importante pour les moines, notre église. Parce que nos moines, ils prient, mais ils prient toute la journée. C'est-à-dire que les moines vont prier, ils vont assister à 8 messes dans la journée. C'est pas compliqué, c'est une toutes les 3 heures. Si vous faites attention, notre oiseau là, notre pélicandre, avec son bec, il est en train de s'ouvrir le ventre. Maintenant, il va donner à manger son cœur à ces 3 petits qui sont devant, parce qu'il n'a rien d'autre à leur offrir. Ça, on est en pleine symbolique, ça représente le Christ, Jésus, qui s'est sacrifié pour ses enfants. Donc il faut bien vous dire que quand on se promène dans une abbaye ou dans un château, en bref, quand on se promène à un endroit qui a été construit au Moyen-Âge, si on voit quelque chose, c'est que ça veut dire quelque chose. Entre son époque de construction jusqu'à aujourd'hui, il s'en est passé énormément des choses. Un peu plus de 800 ans d'histoire, mine de rien. On a entièrement reconstruit, restauré, comme on dit, l'intégralité des 7 voûtes de la nef de l'église. Ça a pris 10 ans à refaire tout ça, entre les années 90 et les années 2000. Donc l'église dans laquelle vous êtes rentrés, ça ne paraît pas, mais oui, elle est toute neuve. Logiquement, il y avait tout un bâtiment qui refermait entièrement le cloître, juste ici. Lui, il a été entièrement dynamité. Et c'est d'ailleurs dans ce bâtiment qu'à l'étage se trouvait le dortoir de nos chanoines. Là, ils passaient leur nuit, donc. Et au rez-de-chaussée, on avait la sacristie en continuité de l'église, c'est là où on prépare la messe. Et ensuite, avec les 2 arcades, là, ce qu'on appelait la salle du chapitre. Avant de rentrer chez moi, je décide de faire un détour par le Mont Saint-Michel pour découvrir cette célèbre abbaye entourée par la mer. L'abbaye du Mont Saint-Michel. Dans le cadre de notre cours de français, nous avons lu le livre d'Evelyne Brizou-Pollen, Le crâne percé d'un trou qui a pour cadre le Mont Saint-Michel. Sur les traces de Guérin, nous allons donc vous parler de l'abbaye du Mont Saint-Michel et vous faire découvrir les différentes pièces qui la composent et leurs fonctions. La première construction est une église construite sur le mont Tombe en 708.
La légende dit que l'archange Saint-Michel a ordonné une nuit à l'évêque d'Avranches de lui construire une église. Abordons maintenant la vie des moines et ce qu'ils font dans les différentes pièces de l'abbaye. Les moines du Mont Saint-Michel suivent la règle de Saint Benoît, aussi appelée la règle bénédictine. Ils doivent se consacrer uniquement à la prière, à la méditation et vivre à l'écart de la population. L'aumônerie est un vestige roman de la première abbée. Elle est située sous la salle des hôtes qu'elle soutient. Cette salle est le lieu où les moines respectaient la parole de Saint Benoît. Le cellier est un entrepôt où on conservait les vivres. Il soutient le scriptorium, salle des chevaliers, placée juste au-dessus de lui. Le scriptorium, appelé aussi salle des chevaliers, est la salle de travail des moines. C'est là qu'ils copient et mettent en couleur les manuscrits. La salle des hôtes se situe dans les bâtiments ouest. C'est un lieu élégant, une salle princière où les moines recevaient les hôtes et leurs cours. Nous allons arriver au niveau le plus haut du mont, celui de l'église. L'église abbatiale actuelle a été construite à partir du XIe siècle. La voûte de l'église n'est pas en pierre, mais en bois, de façon à être la plus légère possible. Le cloître est un jardin carré qui était réservé aux moines. C'est le lieu de la promenade, de la conversation, du recueillement, un lieu de prière et de méditation pour les moines. Le réfectoire est une vaste salle rectangulaire. 59 fenêtres diffusent une lumière douce et uniforme. C'est dans ce lieu que les moines prenaient leur repas en écoutant en silence le lecteur installé dans une chaire enchâssée dans le mur sud. Mes chers amis, je suis heureux de vous avoir fait découvrir ces monuments célèbres de Normandie. Mon travail de tailleur de pierre sur ces chantiers est maintenant terminé. Je vous remercie de m'avoir suivi. J'espère vous avoir donné envie de visiter ces édifices. À très bientôt.